L'échiquier international, soyez les bienvenus. Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont officiellement, dans la journée, reconnu l'État de Palestine. D'autres pays devraient suivre demain lors d'un sommet de l'ONU présidé d'ailleurs par l'Arabie Saoudite et la France. De leur côté, Washington et l'entité sioniste ont mis en garde contre une telle démarche. Mais au-delà de ces aspects, une reconnaissance de l'État de Palestine pourrait-elle stopper le génocide en cours à Gaza et surtout geler la colonisation en Cisjordanie? Plus de 150 pays sur 193 ont reconnu la Palestine par le passé. Pourtant, cela n'a pas empêché les graves atteintes à Gaza dont est témoin le monde. D'entendre de décortiquer le tout ensemble. À tout de suite. La liste des pays qui reconnaissent désormais un État palestinien s'allonge et devrait encore s'allonger demain avec la France. Aujourd'hui, c'était, on l'a dit, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie. La réunion de New York demain va concentrer certainement les regards et beaucoup de voix évoquent dans la foulée aussi des sanctions contre l'entité sioniste. Pour en parler, je reçois le journaliste à l'Humanité, Pierre Barbancé. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation. je vous en prie, merci à vous. Alors, Pierre, on l'a dit, la reconnaissance d'un État palestinien par des pays alliés à l'entité sioniste comme le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni a fait couler beaucoup d'encre dans la journée. La France devrait suivre demain. Est-ce que pour autant, c'est la question qu'on a envie de poser d'emblée, est-ce que pour autant cela stopperait le génocide en cours? Alors, avant de répondre à votre question, en fait, je pense que c'est l'annonce par la France de sa reconnaissance dès demain à l'ONU lors de la conférence sur le Proche-Orient et la solution à deux États qui a ouvert des portes et qui permet aussi à certains pays dès aujourd'hui de reconnaître l'État de Palestine. Et c'est ce que beaucoup de soutien de ceux qui veulent l'autodétermination du peuple palestinien demandaient déjà depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça montre bien que ce que fait la France aujourd'hui peut permettre de débloquer un certain nombre de choses. Alors, pour répondre directement à votre question, non, la reconnaissance elle-même, toute simple, ne permettra pas d'arrêter le génocide à Gaza, ni même d'arrêter ce qui se passe en Cisjordanie aujourd'hui. Mais il reste que c'est un acte politique d'importance et il n'est qu'à voir la manière dont Israël est en train d'essayer de se débattre avec cette question-là, d'essayer de faire pression avec son grand allié états-unien pour essayer de faire en sorte que l'hémorragie ne se poursuive pas. Mais je pense que c'est maintenant trop tard, vous l'avez dit, il y a sur les 148 pays qui reconnaissaient l'État de Palestine jusqu'à maintenant, maintenant ils sont rejoints par des pays, non pas des moindres au sens qui seraient meilleurs ou plus forts que d'autres, mais surtout ce sont des pays qui appartiennent à ce qu'on appelle le camp occidental, au pays du Nord, et donc ça c'est quelque chose d'important. Donc c'est simplement une étape, mais c'est une étape très importante qui va encore une fois permettre non seulement d'aller plus loin, puisque Emmanuel Macron dit qu'il veut inscrire ça dans le cadre du Proche-Orient, et donc pas simplement s'arrêter à ça, puisque tout le monde est bien conscient qu'aujourd'hui, avec le génocide en cours dans la bande de Gaza, avec le nettoyage ethnique dans la Cisjordanie, les menaces faites par les ministres suprémacistes juifs et d'extrême droite, Bezalel Smotrich, d'annexer carrément la Cisjordanie, évidemment on n'en est pas encore là, mais aujourd'hui, si les pays qui reconnaissent l'État de Palestine veulent être sérieux, il faut qu'ils se donnent les moyens que cet État de Palestine ne reste pas simplement sur le papier. En gros, il ne faut pas simplement que ce soit des mots, mais maintenant, il faut que ce soit concrétisé. Et pour cela, il va falloir forcer Israël à respecter le droit international. Alors, deux annonces, deux déclarations par rapport à la reconnaissance des pays dont on a parlé il y a quelques instants. D'un côté, Netanyahou dit qu'il continuerait malgré tout, entre guillemets, ce qu'il nomme les opérations, c'est-à-dire le génocide. Et d'un autre côté, on a Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui dit nous ne devons pas nous sentir intimidés par le risque de représailles d'Israël. Ça en dit long, Pierre. Oui, je pense qu'il faut noter que les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer, et pas pour n'importe quoi. D'abord parce qu'il y a ce à quoi tout le monde assiste, c'est quasiment un génocide en direct, c'est carrément la première fois, mais surtout on voit bien les mobilisations populaires
partout dans le monde, et on voit bien que ça fait bouger les gouvernements. Et puis il y a évidemment l'exemple de l'Espagne, qui non seulement a reconnu depuis plusieurs mois maintenant l'État d'Israël, mais ne s'en tient pas à ça, puisque maintenant ils interdisent l'importation d'armes vers Israël, ils prennent des mesures, ils soutiennent les gens qui manifestent, comme ils l'ont fait dans la Vuelta, dans cette course cycliste, pour empêcher une équipe israélienne de participer. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a déjà dit, est déjà étonné que la Russie soit sanctionnée, ne puisse pas participer à des compétitions sportives internationales, alors que ce n'est pas le cas pour Israël, qui pourtant a aussi envahi Gaza. Donc vous voyez bien que sur la place publique est portée aujourd'hui des questions qu'il était impossible de poser il y a encore même un an, alors que le génocide avait déjà commencé. Donc quelque chose, encore une fois, bien sûr tout n'est pas réalisé, c'est évident, mais je pense qu'il faut considérer les avancées politiques telles qu'elles arrivent et l'isolement qui est en train de se faire, l'isolement d'Israël et des États-Unis sur leur position. La reconnaissance donc d'un État palestinien est un sujet qui concentre, un sujet complexe, mais aussi qui concentre beaucoup de passion, bien sûr. On l'a dit, 153 pays actuellement sur 194 à peu près membres de l'ONU reconnaissent la Palestine comme un État souverain, mais cela n'a pas été un obstacle, Pierre, pour les exactions dont on est témoin à Gaza. Alors effectivement, Pierre, c'est vrai que la symbolique est forte, elle est inéluctable, elle sera sans doute encore demain, elle le sera encore dans le futur, mais la vérité ou la chose peut-être à faire est tout bonnement de sanctionner Israël, c'est-à-dire arrêter les relations commerciales comme on a fait autrefois pour geler les exactions en Afrique du Sud lors de l'apartheid. Et pourtant, on sent qu'on est un peu timide. Bon, l'Espagne, c'est vrai qu'elle est en train d'ouvrir une espèce de percée à ce niveau-là, mais certains pays ne veulent pas aller jusque-là. Est-ce que une reconnaissance comme ça sur le papier ne permettrait pas à ces pays de couper un peu la poire en deux, c'est-à-dire essayer sur les deux fronts, à la fois de sauvegarder Israël, mais en même temps de continuer à parler de droits de l'homme à Gaza? Il est évident que le risque existe dans la mesure où un certain nombre de pays ont été poussés à cette prise de position, notamment par les manifestations et les mouvements de leur peuple à l'intérieur. Donc il y a évidemment ce risque, mais je dirais, même au sein de la diplomatie française, on voit bien ce risque-là qui est d'essayer de continuer à discuter avec Benjamin Netanyahou, alors que Benjamin Netanyahou, rappelons-le, est quand même sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, que la Cour internationale de justice elle-même a parlé de risque de génocide dès janvier 2024, qu'un certain nombre de pays ne font pas grand-chose, effectivement. De la même manière qu'en septembre 2024, l'Assemblée générale de l'ONU a voté une résolution demandant ou exigeant d'Israël qu'il cesse son occupation des territoires palestiniens. Et donc la date limite, c'était le 18 septembre. Nous sommes le 21 septembre. Évidemment, Israël continue son occupation. Ce qui montre bien que les déclarations ne suffisent pas et que maintenant, il faut passer aux actes. Ces actes doivent passer par la défense du peuple palestinien et notamment étudier la possibilité d'envoyer peut-être des casques bleus à Gaza pour protéger la population palestinienne, non pas pour faire la guerre à Israël, mais pour empêcher que le massacre et que le génocide continue dans la bande de Gaza. Et comme vous l'avez dit, il faut maintenant étudier les possibilités de sanctions, non seulement des sanctions politiques, mais des sanctions économiques contre les dirigeants israéliens et contre Israël lui-même qui ne veut rien entendre et qui ne veut pas écouter ce qui se passe. Donc maintenant, les gouvernements qui ont pris la décision de reconnaître l'État d'Israël sont aussi au pied du mur, d'une certaine manière, devant leurs citoyens eux-mêmes. Ok, vous reconnaissez, quels moyens vous vous donnez pour que cet État de Palestine puisse exister, c'est-à-dire en finir avec la colonisation et l'occupation, et en tout état de cause, commencer par un cessez-le-feu dans la bande de Gaza pour qu'il y ait le retour des otages israéliens, pour que les prisonniers palestiniens soient libérés et pour que l'ensemble des questions concernant les Palestiniens soient prises en compte. Je pense notamment au droit au retour des réfugiés palestiniens. Alors malgré les fortes pressions des États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, l'Australie ont reconnu donc officiellement aujourd'hui un État de Palestine et d'autres devraient suivre donc demain lors de la rencontre à New York.
On parlera aussi demain de la solution de deux États. Mais Pierre, vous qui suivez le dossier, vous qui connaissez un peu la question, on lit un peu vos articles à l'Humanité, la solution des deux États concrètement, on a du mal à la voir par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la colonisation en Cisjordanie, par rapport à Gaza avec les 2 ans qui viennent de s'écouler. On a du mal à voir cet État palestinien avec Gaza d'un côté, la Cisjordanie de l'autre. À quoi ressemblerait cet État palestinien? Alors, la première chose, c'est que d'abord, je voudrais dire que la question de l'État revient aux Palestiniens eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est le mouvement national palestinien, l'Organisation de libération de la Palestine, qui se détermine sur la notion d'une solution à deux États. Après, soyons pragmatiques. Israël refuse deux États. Vous croyez qu'Israël va vouloir se saborder pour faire un seul État? Donc, soyons évidemment sérieux, cet État de Palestine, et les résolutions de l'ONU en parlent, et on peut même se référer aux accords d'Oslo, même si les accords d'Oslo signés en 1993 sont morts de leur mauvaise mort en réalité, prévoit l'établissement d'un État de Palestine sur ce qu'on appelle les frontières de 1967, c'est-à-dire les lignes d'armistice de 1949 après la première guerre Israël, ce qu'on a appelé la première guerre israélo-arabe, Arabe. avec Jérusalem-Est comme capitale pour les Palestiniens et un arrangement territorial qui permettrait de relier la bande de Gaza à la Cisjordanie. Vous savez, euh, tout est possible quand il y a la volonté politique qui existe. Et donc là, le problème, il est que la volonté politique du côté du gouvernement israélien, je dis bien du gouvernement israélien, n'est pas là. Or, il faut montrer que la création d'un État de Palestine, c'est aussi pour les Israéliens eux-mêmes une possibilité de sécurité et de vivre en paix, enfin, une fois pour toutes. La réunion de demain, donc, concernant cette question, à savoir la solution de deux États présidés par l'Arabie Saoudite et la France. Alors Pierre, pourquoi, vous avez un peu répondu au début, vous avez parlé de pression, et pourquoi la France décide maintenant de reconnaître un État palestinien? On se rappelle des propos de Emmanuel Macron, président français, il y a 2 ans, juste après le 7 octobre, en disant qu'il fallait former une coalition presque anti-Daesh pour contenir ou attaquer le Hamas. Mais après, il s'était ravisé. On lui a expliqué sans doute que c'était deux choses complètement différentes. Mais à part les pressions, pourquoi il revisite sa posture ou sa décision par rapport à cette question, le président français Emmanuel Macron? Je crois qu'il y a un contexte aussi international. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la question de l'Ukraine. Il y a les tiraillements qui existent aujourd'hui avec les États-Unis et avec Donald Trump. Et on voit bien que cette politique qui a été suivie et ce qui s'est passé après le 7 octobre 2023 ne peuvent pas continuer. Je pense qu'un certain nombre de dirigeants politiques dans le monde ne veulent plus prendre la responsabilité devant l'histoire d'être accusé de n'avoir strictement rien fait face au génocide, même si Emmanuel Macron n'utilise pas le mot génocide. Mais effectivement, ça montre bien qu'en termes politiques, on peut faire bouger les lignes, on peut faire bouger les choses, y compris sur les questions internationales qui sont très souvent assez délaissées par les revendications populaires. Or là, tout montre bien que à partir du moment où les explications sont données, où la volonté populaire peut s'exprimer, il y a un certain nombre d'accusations qui ne tiennent plus. Par exemple, le fait de critiquer la politique d'Israël avait toujours été dénoncé comme étant antisémite. Emmanuel Macron lui-même avait voulu tirer un parallèle entre antisionisme et antisémitisme. Il avait lui-même prêté le flanc en invitant Benjamin Netanyahou à des commémorations, notamment sur ce qu'on appelait la rafle du Veldiv en France pendant l'occupation nazie, faisant en fait de Benjamin Netanyahou le représentant des Juifs du monde, ce qu'il n'est pas. Il est Premier ministre d'Israël. Et donc toutes ces erreurs-là ont permis à Benjamin Netanyahou de continuer ce projet du Grand Israël, qui n'est encore une fois qui n'est pas seul à partager. Et donc sur la scène internationale aujourd'hui, vu les tiraillements encore une fois entre les États-Unis et l'Europe, la question de l'Ukraine qui se pose et la façon dont Donald Trump est en train de se moquer, notamment des Européens, et vu le contexte historique de la France qui, ces dernières années, il est vrai, a beaucoup trop basculé vers une défense d'Israël à tout craint, est en train d'être revisité pour faire en sorte, et ce n'est pas pour rien, si
la conférence qui se tient à New York demain, le deuxième volet de cette conférence qui se tient demain, puisqu'elle avait déjà eu lieu au mois de juillet à New York, et se fait avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, qui est qui recueille les monuments de l'islam, l'Arabie Saoudite, qui est un pays très important d'un point de vue évidemment géostratégique et pétrolier, l'Arabie Saoudite qui a de très bonnes relations avec les États-Unis, et l'Arabie Saoudite qui est un des pivots aujourd'hui dans la stratégie menée par les États-Unis, notamment sur ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire la normalisation des pays arabes avec Israël. Et donc, tout ça, il y a toute une conjonction de choses qui permet aujourd'hui de bouger, de ne pas être obligatoirement aligné derrière la politique menée par Benjamin Netanyahou, de desserrer les taux. Et donc, c'est cette conjonction entre la situation géopolitique internationale plus le mouvement des peuples auquel on assiste partout dans le monde, qui permet de se bouger et qui permet de battre en brèche les fausses accusations d'antisémitisme contre tous ceux qui se battent pour le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et la création de cet État de Palestine aux côtés de celui d'Israël, puisque, rappelons-le, cette annonce demain par la France va se faire, certes, dans le cadre de la conférence pour la solution à deux États, mais elle va se faire au siège de l'ONU. Et Israël a été créé en 1947 sur décision de l'ONU et manquait la création de ce deuxième État. Ce deuxième État, ce sera l'État de Palestine. Emmanuel Macron, le président français, l'a dit il y a quelques jours à une télévision sioniste que la stratégie militaire contre le Hamas avait échoué. Il le dit aussi que la guerre totale n'est pas une solution, car elle nuit, il le dit à une journaliste sioniste il y a quelques jours, elle nuit à la crédibilité d'Israël. On a vu certaines figures officielles sionistes de l'époque, comme Ehud Olmert, comme Ehud Barak. Ehud Barak est allé jusqu'à traiter Netanyahou de fou. Est-ce que cette manière d'opérer de Netanyahou, cette forme même radicalité, le mot est faible, mais c'est ce génocide où il fait tomber la culpabilité sur toute une région, voire tout un peuple, est-ce que ça n'est pas en train de nuire même aux Juifs eux-mêmes, quand on voit la campagne de boycott mondial, quand on voit aussi certains artistes au niveau, par exemple à Hollywood, les artistes sportifs, demain peut-être les grandes marques de différents secteurs, différents domaines, se soulever contre Israël. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin, même pour l'entité sioniste, même pour les Juifs? Pour les Juifs d'Israël, encore une fois, je pense que Benjamin Netanyahou est en train d'envoyer Israël contre le mur. Parce que je pense que les explications données ne tiennent plus même en Israël même. Quand il veut punir l'ensemble du peuple palestinien, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et puis, il sent bien lui-même qu'Israël est de plus en plus isolé. D'ailleurs, il va, dans les jours qui viennent, vous allez voir, il va en tirer parti, il va utiliser cet isolement d'Israël pour en refaire comme un retour de l'histoire en quelque sorte, et de dire nous devons trouver notre force en nous-mêmes. Benjamin Netanyahou est un homme très très dangereux, puisque maintenant il compare Israël à Athènes et à Sparte. Et donc, c'est-à-dire une guerre continuelle et un pays qui veut vivre en autarcie. Et donc, il commence à essayer d'habituer le peuple israélien à cette question-là. Rappelons que Benjamin Netanyahou est aujourd'hui poursuivi pour des faits de corruption, de détournement, et que s'il ne reste pas au pouvoir, sa prochaine maison s'appellera prison. Et donc, il est en train d'entraîner toute une région, en fait, dans ce chaos-là, et c'est bien ce qui est reconnu. C'est aussi ce que reconnaissent d'anciens dirigeants, comme vous avez cité, comme Ehud Olmert ou Ehud Barak, qui ont été des premiers ministres. Même des anciens du Mossad, hein, même des anciens officiels du Mossad qui, eux... Bien sûr. Bien sûr, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Israël même sur le refus d'envoyer tout le monde à la catastrophe, y compris dans le domaine économique,
puisque il y a un certain nombre d'investissements qui ne se font plus en Israël, il y a des comptes en banque qui commencent à être fermés, et donc tout le monde sent bien que la direction prise aujourd'hui, non seulement elle est mauvaise pour Israël, mais elle est mauvaise pour l'ensemble des peuples de la région. Et je crois que là aussi, des choses ont évolué chez les dirigeants politiques en Europe et ailleurs. Il n'y a encore que Trump et Netanyahou qui n'ont pas encore compris, mais comme l'a dit Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, que vous avez cité tout à l'heure, il faut maintenant ne pas avoir peur d'affronter réellement les auteurs des génocides et prendre les mesures qui s'imposent pour faire arrêter ce génocide-là. Alors on a parlé il y a quelques instants de la solution des deux États qui était l'hypothétique au conditionnel. Mais aujourd'hui, Pierre, honnêtement, si on va vers un cessez-le-feu et si on conjugue le mot diplomatie, est-ce que c'est possible de discuter objectivement avec les Ben Gvir, avec les Smotrich, avec les Netanyahou qui affichent des postures suprémacistes et racistes, sans parler de leur argument biblique. Ils ont un espèce de paradigme qui dépasse complètement à la fois la rationalité, même la diplomatie, même les codes de la négociation. Est-ce qu'on peut aboutir à un consensus avec ce type de logiciel? Quelle que soit la religion, tous ceux qui font entrer le religieux dans le domaine politique sont particulièrement dangereux parce qu'on n'est plus dans le rationnel. Or là, ce qu'il faut, au contraire, justement, vous savez, Netanyahou, Smotrich ou Ben Gvir ne sont pas obligatoirement là à de vitam aeternam. Et donc, il y aura aussi des élections en Israël. Et ce qu'il faut, c'est battre en brèche, encore une fois, le discours de Netanyahou qui voudrait présenter les choses comme étant le monde entier qui serait tourné contre les Juifs d'Israël ou contre les Juifs en général. Et ça n'est absolument pas ça qui se joue aujourd'hui. Et donc, il ne s'agit pas de discuter avec eux, il s'agit de faire en sorte que le génocide s'arrête. Et le peuple israélien va lui aussi décider un certain nombre de choses. Vous savez, il y a beaucoup d'associations en ce moment qui se prononcent, israéliennes, où on trouve des Juifs et des Palestiniens à l'intérieur, qui se prononcent pour la reconnaissance de cet État de Palestine. Depuis plusieurs semaines maintenant, des manifestations ont lieu où les Israéliens brandissent les photos des enfants de Gaza qui ont été tués. Alors certes, on dit c'est ultra minoritaire, c'est pas beaucoup, etc. Mais il y a encore un an, ce n'était absolument pas possible, et ceux qui osaient faire ça se faisaient tabasser dans la rue à Tel Aviv ou ailleurs. Donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer, et il s'agit de prendre la mesure de ça. La politique, c'est prendre la mesure de ce qui bouge, dans quel sens ça bouge, et comment est-ce qu'il faut argumenter et intervenir pour aller plus loin, pour arriver jusqu'au but désiré. Et c'est ça qu'il faut prendre d'abord en compte. Voilà. Et y compris chez les Palestiniens, évidemment qu'il y aura une remise en cause d'un certain nombre de choses, que ce soit au sein de l'autorité palestinienne ou aussi sur le rôle du Hamas. Parce que vous savez, les gens à Gaza n'apprécient absolument pas ce qu'a fait le Hamas et surtout ce qui leur arrive maintenant. Donc il va y avoir aussi des débats politiques chez les Palestiniens qui doivent inclure le peuple palestinien lui-même pour faire en sorte que le mouvement national de libération, l'OLP, soit un des vecteurs importants pour la construction de cet État et pour définir la nature de cet État. C'est-à-dire quel type de régime, comme on dit. Et de la même manière qu'en Israël, peut très bien se poser la question de la nature de ce régime, qui est un régime sioniste, mais qui peut très bien se poser en un autre régime sans être sioniste non plus. Donc, il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas être un optimiste béat, mais il y a beaucoup de choses à attendre parce que la situation est en train de bouger. Et quand il y a des situations de bouger comme ça, de mouvement, beaucoup d'idées peuvent être mises à l'intérieur, peuvent être plus entendues qu'auparavant, et les débats et les actions peuvent être beaucoup plus conséquentes. Alors les Américains, de leur côté, pour revenir à cette reconnaissance des trois pays dont il a été question au départ, les Américains ont critiqué cette démarche de reconnaissance. Il y a 2 jours, les États-Unis ont mis leur veto pour un cessez-le-feu à Gaza. On l'a vu depuis 2 ans, les États-Unis laissent faire les menées génocidaires de Netanyahou. Comment vous expliquez, Pierre, que Washington laisse faire Netanyahou alors que l'ONU, Guterres, beaucoup de spécialistes, des scientifiques, même des juifs parlent de massacres rarement observés? On a émis l'hypothèse de l'affaire Epstein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz votre avis objectivement, que cette affaire peut-être
réduit la marge de manœuvre du président américain à l'endroit de Netanyahou. Qu'est-ce que vous en pensez objectivement? Non, j'ai entendu ces explications-là, j'ai entendu tout ça. Pour moi, personnellement, je pense que, et je pense comme le chercheur franco-libanais Gilbert Achcar, qu'on assiste en fait en réalité à la première guerre. Les États-Unis ont toujours aidé Israël dans ces guerres, hein, évidemment, après 1967. Mais on assiste en réalité à la première guerre américano-israélienne. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou est arrivé à faire rentrer son projet de grand Israël dans le cadre de la stratégie américaine régionale. Et cette stratégie du Grand Israël passe par évidemment l'attaque à Gaza, mais aussi les bombardements au Liban, les bombardements en Syrie, les bombardements en Iran. L'histoire du Qatar, c'est un petit peu différent, mais tout ça pour permettre, et vous voyez bien à quoi on a assisté, le Hezbollah a été durement frappé, et il se passe des choses nouvelles au Liban. Bachar el-Assad a fui, il y a un nouveau pouvoir en place en Syrie et le nouveau président par intérim est actuellement aux États-Unis et les États-Unis lèvent les sanctions contre la Syrie. Et l'Iran est très affaibli. Donc en fait se met en place aussi un nouveau Moyen-Orient avec des pouvoirs en place qui vont être beaucoup plus conciliants avec la stratégie américaine. Au Et donc bénéfice d'Israël. Tout ça, c'est fait au bénéfice. pas simplement au bénéfice d'Israël, au bénéfice d'abord des États-Unis. D'abord des États-Unis, et vous allez voir qu'un certain nombre de pays arabes vont très bien se couler dans le moule aussi de la même manière. Sauf que là aussi, ils ont aussi des comptes à rendre à leur peuple, ils ne peuvent pas non plus de n'importe quelle manière s'aligner de cette façon-là. Et puis, ils savent bien que dans le bras de fer qui est aujourd'hui créé notamment par cette reconnaissance, il y a une possibilité, puisque les Américains veulent avant tout que l'Arabie saoudite signe ces fameux accords d'Abraham, c'est-à-dire de normalisation avec Israël, l'Arabie saoudite va aussi jouer sa carte. J'ajoute que concernant Gaza, il apparaît de plus en plus maintenant que les questions énergétiques expliquent aussi un certain nombre de choses, et notamment sur les gazoducs ou les nouvelles pipelines qui veulent faire passer, si ce n'est par Gaza, en tout cas aux alentours de la bande de Gaza, et qu'ils ont besoin d'un territoire à cet endroit-là, qui ne soit pas un territoire qui pourrait remettre en cause toute leur stratégie énergétique là-bas. Donc tout ça fait un ensemble en réalité, et c'est pas pour Israël, mais c'est des intérêts qui convergent. Et vous savez, les Émirats arabes unis qui ont signé déjà les accords d'Abraham de normalisation avec Israël il y a déjà quelques temps, là on dit qu'ils allaient suspendre ces relations. Ça montre bien que les pressions qui sont en cours aujourd'hui, notamment avec la reconnaissance, portent leurs fruits et que la stratégie américano-israélienne pour la région n'avance pas obligatoirement comme dans du beurre, comme on dit vulgairement. Alors la reconnaissance de l'État de Palestine, un mot pour l'histoire, hein, la reconnaissance de l'État de Palestine s'est effectuée le 15 novembre 1988 à Alger. L'Algérie a été le premier pays à reconnaître la Palestine. La Chine suivra quelques jours après. Plusieurs vagues également seront de cette mesure. Entre 2008 et 2013, les pays d'Amérique latine s'invitent également à cette reconnaissance. Alors, la reconnaissance de la Palestine en France est mal perçue par certains milieux. Pierre, par exemple, votre camp, je parle du camp de la gauche en général, est adoubé du colibé d'islamo-gauchistes, d'islamo-BA, que vous ne comprenez pas vraiment la situation, que vous êtes en train de vous perdre dans des beaux sentiments. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Parce que on a vu la pression monter sur Macron, on a vu les débats au sein des médias français en disant que Macron est en train de se fourvoyer par rapport à cette reconnaissance. Certains milieux ont dit qu'il fallait continuer à bombarder Gaza comme à l'époque on avait bombardé Dresde. On ne s'était pas catastrophé par rapport à Dresde. Pourquoi aujourd'hui on aurait de la peine pour Gaza? Enfin, il y a toutes sortes d'articulations de cette question qui s'est posée comme ça. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Je réponds que d'abord, la politique, ça ne se fait pas simplement avec du pathos, qu'il faut faire attention aux termes qu'on Des sentiments. utilise. Oui, pas seulement des sentiments d'ailleurs. On va actionner, on va avoir des mécanismes de réflexe un peu pavloviens en réalité.
et qu'on est en train de tout mélanger, et que ceux qui ne veulent pas qu'il y ait un véritable débat mélangent tout assez allègrement. Donc, évidemment, le traité d'islamo-gauchiste, etc., etc. Comme ça coupe le débat, et en gros, on dit islamo-gauchiste, et donc on dit méchant, pas bien, pas beau, etc., etc. Je rappelle juste euh, chez les Palestiniens, il y a différentes organisations euh, politiques, dont le Hamas, qui est une organisation islamiste. Vous savez, moi, je travaille à l'Humanité, moi, qui est un journal communiste. Le programme du Hamas, ce n'est pas ma tasse de thé. C'est évident. Mais un mouvement national comporte à l'intérieur beaucoup de sensibilités, comme l'était la résistance en France en 1940, en 1942. Et donc, à l'intérieur, il y aura des combats politiques. Donc, l'islamo-gauchisme, ça ne veut strictement rien dire. Très certainement, il y a des gens qui aujourd'hui défendent les positions du Hamas. Personnellement, avec l'Humanité, nous avons dénoncé ce qui s'est passé le 7 octobre 2023, parce que ce n'est pas en s'attaquant à des civils qu'on met fin et à l'occupation et au drame que vivent depuis 2007 Oui. les Palestiniens à Gaza qui sont sous blocus. Et donc, je pense Merci. que, vous voyez, même avec des médias qui sont allés dans ce sens-là, la volonté populaire a desserré l'étau. Ça Merci, montre Pierre. bien, ça relativise bien le pouvoir des médias. Merci Pierre. En guise de conclusion, Pierre Barbancé, journaliste à l'Humanité, merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir Merci à alimenté vous. l'échange. L'échiquier international est terminé pour aujourd'hui. Tout de suite, la suite de l'information sur A24 News. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.